et bienvenue sur Burny Buzz. Je suis Laura Taglioni et aujourd'hui on lance une série spéciale sur la médiation numérique. Et vous avez peut-être déjà entendu ce terme et vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond. Donc pour lancer cette série, on a avec nous Loïc Gervais qui va vous expliquer de quoi il s'agit. Bonjour Loïc. Bonjour Laura. Bienvenue parmi nous. Est-ce que tu peux te présenter rapidement à nos internautes? Oui, bien sûr. Merci pour l'invitation. Je suis donc Loïc Gervais. Moi, je suis médiateur numérique depuis 2005. Et je tiens un blog qui s'appelle médiateurnumérique.org depuis 2010, donc maintenant. Quel a été ton parcours? Comment t'en es arrivé à la médiation numérique? Hmm. Rapidement. Oui, par hasard, on va dire ça comme ça. Dans le sens où j'étais salarié, mais je n'avais pas de tâches affectées et mon employeur a ouvert un espace de médiation numérique et m'a dit bah tiens, est-ce que tu t'en occuperais pas par hasard? Et je dis bah oui, mais sauf que je suis pas vraiment formé pour ça. De formation, je suis musicien professionnel pour information. J'ai fait une petite formation et je suis rentré du coup en tant qu'animateur multimédia en 2005 pour m'occuper d'un espace public numérique et c'est en 2010 que j'ai entre guillemets changé de travail sans vraiment en changer. En tout cas, j'ai changé de nom pour passer d'animateur multimédia à médiateur numérique. Et là, depuis le mois de mai de cette année, depuis mai 2020, du coup, je suis au chômage tranquillement. Et là, j'ai repris une formation il y a une quinzaine de jours pour être ce coup-ci ingénieur pédagogique, formation entièrement à distance. Voilà. Parce que comme il n'y a pas d'avenir dans la médiation numérique, eh ben, il faut que je me recycle. Tu penses qu'il n'y a pas d'avenir dans la médiation numérique? Oui, alors ça va peut-être un peu plomber l'ambiance à tous ceux qui commencent leurs études, mais à tous les jeunes gens qui m'envoient des messages en me disant en me demandant ce que je leur conseille de faire, moi je leur conseille toujours de changer de voie parce que il n'y a pas d'évolution professionnelle possible, il n'y a pas d'avenir possible pour la simple et bonne raison qu'en fait, déjà le métier de médiateur numérique n'existe toujours pas. Enfin, c'est déjà quelque chose qu'on demandait il y a 10 ans, donc ça n'existe toujours pas en tant que tel. Si aujourd'hui tu es engagé comme animateur dans une MJC, je vais prendre cet exemple, tu sais que potentiellement dans 10 ans, dans 15 ans, tu peux être le directeur de cette structure, si tu en as envie, si tu en as les capacités, si tu en as les compétences, bien entendu. Quand tu es engagé toujours dans cette même MJC pour être l'animateur de l'espace numérique, eh bien, dans 15 ans, tu restes l'animateur de l'espace numérique de cet espace. Bien, après ce petit moment d'optimisme, c'est vrai qu'on parle déjà de médiation numérique, mais on n'a pas exactement détaillé ce que c'était. Alors, je sais qu'effectivement, tu as de l'expérience au niveau de la médiation numérique. Est-ce que tu peux nous parler des différents volets, parce que la médiation numérique, c'est quelque chose d'assez large, des différents volets de la médiation numérique et des différentes actions que tu as menées, peut-être un ou deux exemples par Ouais. volet? Il s'avère que nous sommes dans une société numérique. Je pense que ça a échappé à pas beaucoup de monde. Et que du coup, le numérique impacte vraiment dans tous les aspects de notre vie quotidienne. Mais quand je dis tous, c'est tous sans exception aucune. Et moi, je considère que notre mission, c'est d'expliquer comment le numérique influe sur ces aspects du quotidien et comment, du coup, on peut les prendre en compte pour augmenter son pouvoir d'agir en tant que citoyen. Voilà, ça c'est ce que je considère. Ça passe par des aspects très pratiques, parce que parfois il faut savoir manipuler des outils. Donc il y a tout un aspect maîtrise technique en tant que tel. Mais maîtriser un outil, c'est bien. Savoir ce qu'on peut en faire, c'est mieux. Et donc, c'est là que commence vraiment le champ des possibles. Parce que si je dois t'apprendre à te servir d'un smartphone, ça va me prendre 30 minutes, montre en main, pour te montrer les gestes essentiels du smartphone, on va dire ça comme ça. Mais si je dois t'expliquer chacune des applications qu'il y a dans ton smartphone pour te dire ce que tu peux en faire, là, on peut en avoir pour toute la vie.
j'en prendrai qu'une seule à titre d'exemple, c'est celle de l'appareil photo, qui est une application qu'on connaît tous, en général, dont on se sert pour faire des photos d'anniversaire, qui sont d'ailleurs souvent très bien ratées, et dont nous, on peut se servir pour faire des films de stop motion. Donc voilà, on s'est servi exactement du même outil, exactement avec la même technique, un tout petit peu plus, puisqu'on fait appel à des techniques là pour le coup de cinéma, et on t'a ouvert un champ des possibles. Est-ce que dans ta vie tu vas faire des films de stop motion après? Sûrement pas, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est de te donner, le goût, c'est de te montrer ce que tu peux faire avec ce formidable outil, et que ensuite tu t'en saisisses comme toi tu as envie de le faire. Et puis, si on en revient à ça, le troisième étage, c'est celui des enjeux. C'est-à-dire que là, j'ai fait le deuxième étage de la fusée, qui était celui des usages, après celui des outils. Les enjeux, c'est de te faire comprendre quel est cet objet merveilleux que tu as entre les mains, et donc le smartphone. Et ce qui est génial, c'est que j'ai vu aujourd'hui que notre attaquant vedette de l'équipe de France, Antoine Griezmann, avait résilié son contrat avec justement une marque de téléphone bien connue, parce que il y avait supposé on va dire des soupçons, en tout cas concernant la maltraitance sur les Ouïghours. Là, on est en plein dans un enjeu de médiation numérique au possible, quoi. Enfin, on peut pas faire plus numérique que ce sujet-là. Antoine Griezmann s'est sûrement pas rendu compte à quel point il faisait de la médiation numérique en parlant de ça. Mais il vient de mettre le doigt sur un enjeu de société qui est lié au numérique. Et nous, notre job, c'est de les montrer, ces enjeux de société. Et au quotidien, c'est comme je dis, alors il y avait une vieille série que je regardais il y a 20 ans qui s'appelait Jarod, le caméléon, où le personnage principal change d'identité tous les jours. Et ben c'est ça. C'est notre quotidien. C'est-à-dire que quand tu viens quand tu me sollicites, tu peux me solliciter pour un problème que je vais qualifier de technique, et donc tu vas avoir besoin d'un technicien informatique qui va t'expliquer par exemple comment on paramètre un logiciel antivirus. Puis ensuite, c'est quelqu'un d'autre qui va me demander comment on fait pour acheter un billet sur Internet, un billet d'avion par exemple, ou un billet de train pour pouvoir rejoindre sa famille là dans une semaine. Et là, tout d'un coup, je deviens conseiller clientèle de la SNCF. À côté, ça va être Jacques qui lui a un problème avec son CV, donc du coup je prends mon costume d'agent de Pôle Emploi pour évidemment l'accompagner dans cet enjeu-là. La maman d'à côté me demande si c'est une bonne idée que d'acheter Call of Duty pour son gamin de 6 ans. Ah bah tout d'un coup je deviens conseiller en jeux vidéo. Ou à la parentalité. Je réponds que c'est pas tout à fait le jeu le plus approprié au passage. Et j'en passe et des meilleurs. À la fin de la journée, où j'aurais comme ça, ou de la semaine pour être plus exact, j'aurais enfilé une vingtaine, une trentaine ou une cinquantaine de costumes différents. Pour aller aussi bien de comment je fais, c'est quoi la différence entre le clic gauche et le clic droit de la souris, question existentielle parmi toutes, si je reprends quelque chose que j'ai fait récemment et qui m'a beaucoup amusé, comment parler d'open data au public. Voilà, et j'ai fait ça, là, c'était avec la mission d'Éric Bothorel à l'Assemblée nationale. Et donc c'est pour dire quand on dit qu'on touche tous les publics, on touche tous les publics. Et quand on dit on touche tous les usages, c'est tous les usages, tous les outils, et c'est ça au quotidien. Donc j'ai choisi des images que je qualifierais d'inspirantes. Donc là j'ai pris celle-ci, c'est un atelier de Repair Café. Je précise juste le principe du Repair Café, c'est qu'au lieu de jeter ce qui a l'air d'être un sèche-cheveux là au premier plan, eh bien parce qu'il est abîmé, on va le réparer. Et donc on va prolonger sa vie là-dessus. Pour moi, c'est une activité, quand j'étais chargé d'innovation sociale, justement, qui est 100% numérique.
Et voilà, toute la dynamique de tiers-lieu, elle est là. Toute la dynamique d'un Fab Lab, c'est ça. On ne sait pas faire, mais c'est pas grave. On s'en fout. On va apprendre ensemble. Et voilà, il y a quelque chose de toute façon. On n'a pas grand-chose à perdre, parce que là, en l'occurrence, l'objet aurait fini à la poubelle dans tous les cas. Et je trouve que cette démarche d'essai-erreur correspond tout à fait à l'univers numérique en tant que tel. Bon, Donc, voilà. Je sais pas si on voit ce jeune homme barbu. Je sais pas si tu le vois là. Oui, c'est bon. Ça a bien changé les images. Oui, je le vois. ouais, alors, j'ai choisi Aaron Swartz. Donc, le web 1991. Il a été inventé par des gens qui ont des noms bizarrement et qui, quand ils l'ont inventé, avaient une idée en tête. Alors, Tim Berners-Lee est encore parmi nous pour raconter le pourquoi du 3W. Ce n'est plus le cas d'Aaron Swartz, qui lui avait comme idée de rendre la connaissance accessible à tous. Et ce qu'il a fait, on appellerait ça du piratage maintenant. Je laisse chacun. Je crois qu'il a été jugé pour ça, d'ailleurs, et même condamné pour ça. Et donc, il a piraté, c'est-à-dire il a scanné, en gros, pour simplifier, les cours de son université qu'il a mis sur Internet. On lui doit plein de choses. C'est de ses travaux que sont nés les flux RSS, Reddit, mais même Wikipédia ou plein d'autres projets du web. Et j'aime bien cette figure-là parce qu'il n'a pas hésité à casser les codes. Et si on se met dans cette logique qui est de dire, moi, mon job, finalement, je suis animateur socioculturel, je défends ce qui paraît un truc qui s'appelle l'éducation populaire. Est-ce que l'éducation populaire, c'est pas l'éducation pour tous ? Normalement à peu près si. Et du coup, je renvoie à Aaron Swartz et je vous invite à lire son manifeste pour la guérilla urbaine que vous retrouverez sur le site de Framasoft. Ça fait à peine 3 pages, donc ça se lit très très bien. En français, en plus, ça a été traduit. Ça vous redonnera peut-être du sens à ce que vous faites. Et pour moi, la question du sens de ce qu'on fait dans la médiation numérique, elle est fondamentale. Voilà. On m'a demandé des photos de mon quotidien professionnel. Mon quotidien professionnel en ce moment, c'est de chercher du boulot. Donc il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de place pour les médiateurs numériques. Il n'y a pas de job, il n'y a pas d'emploi. Je fais une veille constante sur les emplois de la médiation numérique et au mieux, j'ai vu passer des CDD de 6 mois à l'autre bout de la France. Donc voilà, moi je veux bien qu'on me dise que j'ai un discours plombant quand je dis qu'il n'y a pas de boulot, mais qu'on me prouve le contraire. Donc ça, c'est mon quotidien. Chercher du travail. Une autre partie de mon quotidien, parce que je ne passe pas ma journée à chercher du travail. Si mon conseiller Pôle emploi m'entend, je le salue au passage. J'en passe une partie aussi à essayer de polliniser, de disséminer, de partager le peu que je sais ou je crois savoir, d'ailleurs au passage, j'ai pas la prétention de savoir. Je le fais à travers un outil qui s'appelle un blog en l'occurrence, donc je redonne l'adresse médiateurnumérique.org, qui pour moi voilà, c'est aussi une façon de faire de la médiation numérique autrement, puisque là n'étant plus sur le terrain en tant que tel, je suis sur un autre terrain qui est celui d'internet. Et voilà, j'ai terminé par celle-là. Que je trouve intéressante à plusieurs titres. J'ai plusieurs niveaux de lecture sur celle-là. La première, ça serait de te dire que du coup, le numérique, c'est de te faire changer, de vue, de voir les choses sous un autre angle. Et l'autre, ça serait de t'ouvrir de nouveaux horizons. Ce qui est pas tout à fait la même chose, mais qui se rejoint. C'est que souvent, on s'arrête à une question purement numérique d'une problématique. Et je considère qu'une partie de mon travail, c'est peut-être de te ramener là où se pose la question et t'amener
sur d'autres champs de questions que la question pure du numérique en tant que tel. En fait, la médiation numérique, c'est de prendre le numérique et de voir comment il implique tous les aspects de la société. Et quand on dit tous les aspects de la société, certains ont travaillé à distance ou le continuent de le faire. Et donc, c'est une chose que de dire apprenez à utiliser tel outil, c'est une chose de dire organisez votre journée comme ça. Donc là, on est dans les usages, mais on voit bien que le rapport au travail en tant que tel a complètement changé par ces usages et par ces techniques, même quand on les maîtrise. Et Est-ce que tu as des beaucoup, exemples, justement? Pardon. ouais, bien sûr, bah, beaucoup, quand ils vont revenir post-Covid, voudront continuer de télétravailler parce que, voilà, alors j'ai pas les statistiques en tête, mais parce que voilà, ils se sont aperçus que voilà, ça avait aussi une part d'avantage. Beaucoup d'entreprises qui n'imaginaient même pas que ça soit concevable de faire du télétravail et qui ont été contraintes par la situation, si je peux dire ça comme ça, de le faire, ont découvert aussi ce potentiel et se sont dit bah ouais, enfin c'est pas déconnant, pourquoi pas finalement, ça apporte d'autres choses. Ça ne se substitue pas au travail traditionnel, mais ça apporte d'autres fenêtres et du coup, en termes de management, c'est aussi intéressant. Moi, je me rappelle que de mes équipes, j'ai une collègue qui me disait, mais comment tu vas faire pour me surveiller? Et je lui dis, mais à quel moment le travail d'un manager est-il de surveiller son équipe, hein, qu'on soit en télétravail ou pas télétravail? Pour ce côté justement de prendre du recul, est-ce que tu fais des... Est-ce que tu as des interventions justement? Parce que c'est vrai qu'on pense que les médiateurs numériques sont souvent mobilisés sur des questions plus pratico-pratiques. Est-ce que des fois tu es mobilisé aussi sur ces questions-là? Ouais, je suis mobilisé effectivement sur ces questions-là. Je me mobilise tout seul aussi, hein, des fois. Je m'auto-saisis, comme on dit. J'aime bien utiliser ce mot parce que je l'ai découvert avec le Conseil national du numérique qui peut être saisi par le gouvernement ou s'auto-saisir. Je dis bah tiens, bah, moi aussi je vais m'auto-saisir, ça claque. Et en fait, on est même très très souvent interrogé, mais rarement en tant qu'individu en tant que tel. Je reprends l'exemple de la mission Open Data qui est conduite par le député Éric Bothorel. Cette mission est une mission de l'Assemblée nationale, c'est une mission publique. Il y a une plateforme qui est en ligne, accessible à tous sur Internet. À tous. Les questions qui sont posées, n'importe qui peut y répondre. Donc moi, je suis n'importe qui et j'y réponds. Alors ça m'est arrivé aussi qu'on vienne me chercher spécifiquement moi pour que je réponde à ce genre de questions, mais la plupart du temps, c'est je vois la question et je me dis bah tiens, mais moi j'ai des trucs à dire là-dessus et puisque la consultation est publique, est ouverte à tous, et que j'estime avoir des choses à dire, et ben je vais le dire de cette manière. C'est un peu comme un plan local d'urbanisme, une réunion de plan local d'urbanisme. C'est pas toujours très passionnant ce qui se raconte, mais c'est une réunion publique et tout le monde a droit à la parole. Et c'est un peu facile de dire aux élus vous ne nous écoutez pas. Ça peut être cohérent si on prend la peine justement d'aller dans ces réunions quand ils nous donnent la parole pour la prendre et dire ce qu'on a à dire avec le sujet, hein, tant qu'à faire, avec toutes les règles de respect qui y a en vigueur, évidemment. Alors je Et profite puis, bah, justement que tu parles de ça pour petite transition. je t'en prie. Des élus, quels conseils tu donnerais justement au niveau du territoire aux élus pour avoir une médiation numérique réussie? Je me doute bien qu'il n'y a pas une recette 100% sûre, mais est-ce que tu as des petits conseils à donner? Si, je pense qu'il y a une recette. La première des recettes, c'est de travailler ensemble. C'est un truc de fou, mais le nombre de fois que je vois le gouvernement qui fait des trucs, la région qui fait d'autres trucs, le département qui décide de pas faire, l'agglo qui va dans son coin et la ville-centre qui n'est pas d'accord avec l'agglo, euh,
c'est juste, voilà, ça c'est juste rédhibitoire. Donc alors je dis pas qu'il faut dire amen à tout ce que dit le gouvernement pour dire les choses comme ça, mais si on est sur une logique territoriale proche, c'est-à-dire celle d'une agglo, c'est déjà de travailler de manière structurée. C'est de se dire qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi notre objectif, c'est quoi notre programme politique, parce qu'après tout on a été élus pour ça, donc ça me semble tout à fait légitime que des élus veuillent mettre en place leur programme politique. Quels sont quels sont nos indicateurs, quels sont les outils qu'on a sur place et comment on va s'y prendre. Et donc ça suppose, en termes de numérique, de faire un diagnostic numérique pointu du territoire, force et faiblesse. C'est vraiment la première chose que moi j'arrive dans ton territoire, je ne sais même pas où tu habites, d'ailleurs c'est ça qui est rigolo, c'est la première chose que je ferai. Je dis bah voilà, qu'est-ce qu'on a? Ok, est-ce qu'on a un adjoint? Est-ce qu'on a un élu? Déjà, ne serait-ce que ça commence comme ça. Hein. Est-ce qu'on a une feuille de route? Est-ce qu'on a un schéma des usages numériques? Est-ce qu'on a une ligne politique traduite ou est-ce qu'on a juste une intention? Ok, on a ça, ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'on a comme équipement? On a forcément des missions locales, on a forcément des structures jeunesse, on a forcément des structures sociales, on a des bibliothèques. C'est pas ce qui manque. Qu'est-ce qu'ils font et jusqu'où ils le font et comment ils le font, sans aucun jugement, juste à faire une photo très précise du territoire pour justement se dire, ok, cette photo, maintenant on la donne à quelqu'un qui a un regard peut-être un peu plus aiguisé que le nôtre, parce qu'on part toujours du principe qu'on n'y connaît rien. Eh bien, à ce moment-là, on embauche un gars, 3, 4, 5 jours, 6 jours, 2 semaines, 3 semaines, on lui dit, bah voilà, à partir de là, de ce constat et de notre programme politique, par exemple, parce que évidemment, comment tu associes l'un et l'autre. Là, c'est le job de l'écriture de la feuille de route. Si l'ambition politique, c'est par exemple, de fournir des emplois, c'est pas la même chose que si c'est d'accompagner à la transition écologique. Moi, je ne sais pas les priorités du territoire. Mais dans les deux cas, je sais que le numérique va pouvoir être mobilisable et je sais que la médiation numérique va apporter des éléments à cette politique. Et on va mailler comme ça l'ensemble du champ d'intervention pour permettre au territoire dans son ensemble d'atteindre cet objectif. Et à l'intérieur de cet objectif, on a des indispensables. Et celui auquel moi je fais attention, c'est de dire attention les gars, si on met un service numérique en place, on doit tout de suite se demander comment font tous ceux qui n'ont pas Internet pour y accéder. C'est la première question qu'on se pose. Et j'ai eu l'exemple dans la bibliothèque de ma ville, qui comme par hasard n'a pas d'élu au numérique ni de politique numérique évidemment, qui a décidé de faire des lectures par téléphone pour les abonnés de sa médiathèque, ce que je trouve excellent comme idée. Sauf que pour avoir le droit d'écouter une histoire, il faut que je m'inscrive uniquement sur Internet. Voilà. Et j'aurais dit, donc vous êtes en train de priver de lecture 20% de la population de votre ville volontairement. C'est un choix politique. En fait, ça me met en colère. Je le dis comme je le pense, parce que je sais parfaitement que les équipes qui sont sur place ont fait un travail formidable et qu'ils sont partis d'une super bonne idée. Et à la fin, elles arrivent très exactement au contraire de ce qu'elles voulaient faire, juste parce que il n'y avait personne qui était là pour leur ouvrir les yeux sur cette problématique qu'elles n'ont absolument pas intégrée. Dans le plan de relance que le gouvernement met en place pour faire face à la crise actuelle qu'on traverse, ils ont prévu de créer 4000 postes de conseillers numériques pour justement accompagner les habitants autour du numérique. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de ce dispositif qui va être mis en place? Alors, le truc positif, c'est qu'il va mettre du coup 450 millions pour ça. 450 millions pour se planter. Je ne sais pas du coup si c'est positif que de mettre 450 millions pour se planter, mais admettons que ça le soit. En tout cas, il y a 450 millions qui sont sur la table.
Et il va recruter 4000 conseillers numériques pour, dit-il, donc réduire la fracture numérique et faire monter en compétence les territoires numériques. Concrètement, comment ça va se passer? Les territoires vont lever le doigt pour dire, bah tiens, moi, je veux embaucher un conseiller numérique de 5, 10, 50. Je reprends l'exemple qui a été donné par le ministre lui-même sur mon territoire. Si dans ton territoire, on n'est pas spécialement porté sur la chose du numérique, pourquoi on le serait à ce moment-là? En fait, le seul intérêt qu'on va y voir globalement, c'est que c'est en tant que responsable d'une collectivité, tiens, je me mets dans la peau d'un président d'agglo qui est pas du tout porté sur les choses numériques. Le seul intérêt que j'y vois, c'est que ça me coûte rien, parce que les conseils numériques, ils sont pris en charge par l'État C'est un avantage pendant 2 ans. négligeable. C'est un avantage non négligeable pour l'agglo. Ils sont quand même payés par nos impôts d'une autre manière. Hein. Bon, bref, mais bon. Donc, mais c'est pas payé directement par l'agglo. Donc, du coup, je vais pouvoir en mettre 10. C'est cool, puisque ça va me coûter 0 € pendant 2 ans. Mais quoi? Il se passe quoi après, au bout des 2 ans? Bah, le gouvernement te dit, bah oui, vous pouvez les garder. Oui, mais si je les garde, il va falloir que je les paye à un moment donné. Il faut pas déconner. Mais que je les paye vraiment de ma poche, là, pour le coup. Ouais. Et puis, bah, concrètement, ils vont faire quoi? Parce que c'est ça qui est important aussi pendant ces 2 ans. Ils sortent d'où ces gens? Bah, déjà, on va les former pendant les 4 premiers mois de l'année 2021. Là, la première cohorte va être formée en 350 heures. 350 heures, c'est bien, mais voilà, c'est peu. Il faut voir que nous, on a le diplôme du dessus qui s'appelle conseiller médiateur numérique. Ce coup-ci, c'est 700 heures. Responsable d'espace en fait, ils sont formés un tiers du diplôme de conseiller médiateur numérique. Mais très exactement, puisque c'est le premier socle. Et après, ils font quoi? Ils deviennent quoi? C'est quoi leur perspective d'évolution? Une fois qu'ils ont bossé pendant 2 ans, ils deviennent quoi? Ils évoluent vers quoi? Parce que pendant 2 ans, on va leur faire des déclarations ou de l'accompagnement à de la manipulation. Donc les gars, on les met dans les McDo du numérique. C'est-à-dire qu'au lieu de faire des steaks à la chaîne, là, ils vont faire de la déclaration CAF à la chaîne. Et c'est cool. Là, déjà, il faut avoir envie, hein, quelque part, de faire ça. Est-ce que ça va faire monter en compétence l'usager? Je sais pas. Je ne suis pas persuadé que lui dire tiens, va faire ta déclaration par quelqu'un d'autre, ça le fasse monter en compétence. Ça va peut-être le dédouaner de le faire, effectivement. Ça va peut-être le rassurer que ce soit quelqu'un d'autre qui le fait, potentiellement. Ça va peut-être permettre à certains d'avoir accès à certaines prestations qu'ils n'auraient pas eu droit, enfin, qui n'avaient pas accès jusque-là, peut-être. Mais ça ne va pas régler le problème de fond. Et le problème de fond, c'est comment on fait société à l'ère de numérique. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est le ministre lui-même. Le ministre, quand il a présenté la mesure, il nous a rappelé que le terrorisme sévissait sur TikTok chez nos ados de 14 ans. Il a raison. Bah, c'est pas en embauchant un gars qui sort de nulle part, en le formant pendant 3 mois et en lui disant de remplir des attestations CAF qu'on va lutter contre le terrorisme. Hein. Enfin, je ne suis pas spécialiste de lutte contre le terrorisme pour autant. Mais le lien n'est pas évident entre les deux missions. Mais le lien n'est pas évident entre les deux, effectivement. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai du mal à voir. Voilà, en fait, pour le dire assez simplement, c'est ni fait ni à faire. J'ai regardé encore aujourd'hui la Banque des Territoires, qui est quand même un organisme qui est rattaché à l'État, qui nous rappelait que maintenant, c'était 19,1% des Français qui étaient en situation d'électronisme. 19,1%. Je rappelle que quand on a lancé la stratégie pour un numérique inclusif, c'était Mounir Majoubi à l'époque qui l'a lancé, on était à 17%. Donc en gros, on a lancé une stratégie et pour l'instant, le seul effet visible qu'on voit, c'est qu'il y a encore plus de monde qui est éloigné du numérique qu'avant. Je sais pas, moi je fais de la gestion de projet, j'ai envie de dire, il faut peut-être revoir la méthode, quoi.
On va conclure. Est-ce que tu as une dernière question? Non, c'était ma dernière Parce question. que là, je suis chaud. Ah, c'est dommage, je suis chaud. Mais en tout cas, merci Loïc de nous avoir présenté voilà, ta vision de la médiation numérique, tout ce que ça implique et tout ce qui est possible de faire avec ça pour que vraiment les gens qu'on comprenne un peu Ouais. que un large éventail de possibles. Ouais, et il faut quand même que je termine par une note positive parce que j'ai l'impression d'avoir plombé l'atmosphère tout le temps. Tu me demandais tout à l'heure ce qui était possible de faire sur un territoire quand on faisait de la médiation numérique. Moi, je crois vraiment à cette histoire de synergie des moyens. Une réponse politique qu'on donne souvent, c'est de distribuer des chéquiers pour avoir droit à un accompagnement numérique. Et je critique pas la mesure en tant que telle, mais je veux dire à quel moment on s'est posé la question de distribuer des chéquiers pour avoir droit à un accompagnement social. À aucun, parce que on trouverait ça complètement indécent. Et à raison. Et là où j'interpelle, c'est mais c'est tout aussi indécent que de donner des chéquiers pour avoir droit à un accompagnement numérique. Elle dit oui, mais ça coûte. Bien sûr que ça coûte. Embaucher quelqu'un comme moi, ça coûte. Ça coûte 80 000 euros par an. Mais qu'est-ce que ça rapporte? Est-ce qu'on s'est posé la question de ce que je pouvais rapporter? C'est toujours posé la question. Bien sûr que je vais coûter quelque chose. Peut-être même plus que 80 000 euros, tant qu'à faire. Mais bon, est-ce qu'on s'est posé la question de ce que ça a rapporté? Et la réponse, elle est oui. On s'est posé la question. Et c'est pas moi qui me l'a su poser, c'est France Stratégie. Pareil, c'est pas un petit organisme à 2 francs qui a dit que faire monter, alors je crois que c'était 3 millions d'usagers en compétences numériques, ça pouvait rapporter 1 milliard par an à l'État. 1 milliard par an. Et là, je parle juste en termes budgétaires purs et durs. Je ne parle même pas d'émancipation, de montée en compétences, d'estime de soi. Enfin, et j'en passe et des meilleurs sur tous les enjeux liés à l'éducation aussi et toutes les compétences qu'on appelle les soft skills. Mais rien qu'en termes budgétaires, c'est possible. C'est possible à condition d'avoir une méthodologie, c'est-à-dire de donner du sens à ce qu'on fait, on a déjà les outils, on a déjà les personnels. Il nous manque peut-être effectivement de la formation chez certains personnels. Ça, je veux bien l'entendre. Il nous manque aussi, moi ce que je vois souvent, le principal frein auquel je suis confronté, c'est celui de se sentir légitime. Je ne me sens pas légitime à faire de la médiation numérique parce que c'est pas mon métier, ça tombe bien, c'est pas le mien non plus, c'est pas un métier tout court, je l'ai déjà dit. J'ai pas les compétences et j'ai peur de faire une erreur. C'est comme ça c'est comme ça. Et ça, c'est pas du numérique, ça c'est du savoir-être, ça c'est du management. Et la médiation numérique, mon job, moi, en tant que potentiel chargé de transition numérique d'un territoire comme le tien, je sais jamais, je postule déjà, si le poste n'existe pas, c'est justement d'amener tout ça et d'arrêter de dire à la culture vous faites du numérique que dans la bibliothèque, d'arrêter de dire au service éducation vous faites du numérique mais que pour mettre des ordinateurs à l'école, et d'arrêter de dire au CCAS vous faites que du numérique que pour vous occuper des petits vieux. C'est-à-dire, mais croisons tout ça, parce que la logique des silos, elle est rédhibitoire, elle est contre-productive, et elle est coûteuse, et elle n'amène à aucun résultat. Et c'est un très bon mot de la fin par Loïc Gervais. Merci Loïc d'avoir lancé avec nous cette série sur les portraits de médiateurs numériques et nous avoir permis de faire un premier panorama de ce qu'est la médiation numérique et de toutes les problématiques qui tournent autour de ça.